Salut tout le monde, c'est Déborah, mais pas que. Aujourd'hui, dans un formidable élan de solidarité, toute la rédaction s'est réunie, presque dans la joie et la bonne humeur, pour revenir sur les 10 plus gros flops de 2023, c'est-à-dire les 10 films qu'on a le plus détestés ou qui nous ont le plus déçus cette année. Je précise que ce classement a été réalisé avec soin et excel par notre cher Alexandre, à partir de nos 6 classements personnels. Allez, on traîne pas plus longtemps, voilà les 10 petits vilains canards de l'année selon nous. J'entame ce flop avec l'un des nombreux blockbusters faisandés de cette année, à savoir Shazam 2, la rage des dieux. Ce que j'avais souligné au moment de la sortie du film, c'est que son arrivée en mars dernier coïncidait pas mal avec les premiers débats sur l'intelligence artificielle. Ça m'avait amené à sous-entendre que le film aurait pu être écrit par ChatGPT, et bon ok, tout le monde a fait la blague sur une palanquée d'autres films depuis, mais à ce moment-là, je vous assure que c'était original. En tout cas, bien plus que cet énième produit qui accumule sans aucune envie les poncifs du genre super-héroïque à la manière d'une synthèse mal digérée. Vous savez, comme ces serpents qui avalent des proies trop grosses pour elles. On se fait chier dès l'intro avec Helen Mirren et Lucy Liu en costume ridicule venus chercher un éternel MacGuffin à la con, et le tout brasse du vide avec son jukebox de chansons, ses effets spéciaux approximatifs, son humour relou et ses scènes d'action à la ramasse. Du coup, on pourrait se contenter de voir Shazam 2 pour le vide abyssal de son enfilage de perles, ce qui est d'autant plus navrant que j'ai une très légère, j'entends, sympathie pour le premier film et pour son réalisateur David F. Sandberg. Avant de s'atteler à Annabelle 2, le bonhomme avait émergé sur YouTube avec des courts-métrages malins, et il continue d'ailleurs d'y commenter avec honnêteté le processus hollywoodien, dans lequel il essaie d'injecter un peu de ce côté débrouillard de ses débuts. Mais il ne tire rien de cet encéphalogramme plat, si ce n'est peut-être dans les moments où le film se fout ouvertement de notre gueule. Au-delà de contenir l'un des pires placements de produits depuis la canette de Pepsi de World War Z, je trouve que Shazam 2 confirme par la crise identitaire des super-héros une régression du genre. Et j'entends par là un ridicule total que seuls les nanars cyniques des années 2000 osaient. Parce que bordel, on en arrive quand même à un truc aussi aberrant que ça là. Ça, c'est Jimon Hounsou sur le corps de Gal Gadot. Et c'est pas un photomontage, c'est une vraie image du film. Bien sûr, je n'en oublie pas Zachary Levi qui ne joue pas Shazam comme un ado coincé dans un corps d'adulte, mais comme un gamin de 6 ans qu'on aurait bercé trop près du mur. Je disais dans ma critique que j'en pouvais plus de son insupportable énergie de teckel shooté au sucre, et force est de constater que ça reste de loin ma métaphore la plus inspirée de cette année, c'est dire ce que m'inspire cette daube. Ajoutez à ça la honte de son caméo final et la gêne de ses scènes post-génériques, et vous avez là l'un des films les plus insultants de 2023, et c'est que la 10e place de la liste. Rappelez-vous quand vous alliez au zoo avec vos parents et qu'ils vous disaient « Tu vas voir, ils ont un très gros tigre ». Alors vous étiez aux anges, animé par une grosse excitation et un petit frisson d'appréhension, vous couriez jusqu'à la cage du félin que vous vous prépariez à voir toute griffe dehors, ou alors en train de rugir. Sauf que la cage, elle était vide, parce que le tigre, il avait pas que ça à foutre que de vous montrer sa dentition et qu'il dormait dans sa niche. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé quand on est allé voir le film en 9e position de ce flop, 65, La Terre d'avant. Adam Driver, de la science-fiction, 45 millions de dollars de budget, des dinosaures en liberté. Scott Beck et Brian Wood, scénaristes de Sans un bruit, avaient toutes les cartes en main pour constituer le meilleur zoo du monde. Mais leurs dinosaures sont restés dans leur niche. Alors oui, à la fin, on a quelques T-Rex chelous qui se battent en duel, mais c'est quand même un film à peu près aussi vide que les salles de cinéma qui l'ont diffusé. Surtout qu'en plus, il faut qu'on se fade à la place un genre de remake pourrave de The Last of Us. Mais 65 va encore plus loin que ces longs panoramiques sur une terre infestée de dinosaures, sans le moindre dinosaure. C'est comme s'il faisait exprès d'aligner les bonnes idées pour ne rien en faire. Le tweet de « Et en fait, ils sont sur Terre ?» on le grille après 15 minutes avec un texte, et en plus, c'était carrément dans le titre. Le flingue qui affiche sa capacité sur le flanc, formidable outil visuel de suspense, on l'utilise à peine. La météorite qui se dirige sur Terre et qui pourrait foutre la pression au personnage pendant tout le film, elle est prise en compte qu'à la fin. On s'attendait à l'un de ces mid-budget hollywoodiens à créatures, trop rares, simples et efficaces. On a eu droit à la transposition cinématographique du supplice de Tantale. Ici, pour être honnête, on pense que quelque chose a vraiment mal tourné en pré- ou post-production, d'autant que le studio s'est vraiment débarrassé du film. Peut-être qu'on en saura plus dans quelques années, et en attendant, je vais me rebinger tout Safari préhistorique et les aventures de Nigel Marven. Si vous savez, vous savez. À la 8e place, je m'apprête à marcher sur des œufs puisqu'il s'agit de Dogman de Luc Besson. Alors avant toute chose, je vous renvoie au texte très complet qu'on a écrit sur le site et dans lequel on revenait finalement moins sur le film que sur la complexité à écrire dessus à cause des accusations dont fait l'objet le réalisateur, notamment de viol par l'actrice San Von Roy, qui ont jusque-là mené à un non-lieu.
Je le redis haut et fort, quoi qu'on fasse autour du film en tant que rédaction, il n'y a pas de bonne solution. Si on le boycotte, c'est un positionnement politique, mais sans la possibilité de renseigner notre lectorat. Si on se concentre uniquement sur le film, comme le demandent certains, c'est jouer le jeu d'un polissage médiatique du silence poli et politiquement correct à l'égard des victimes de ce type d'agression. Et de toute façon, une critique négative et argumentée n'empêcherait pas de nombreux internautes de nous attaquer sur nos idéaux. Et à vrai dire, si on a décidé de parler de Dogman, c'est qu'on a bien vu la véritable démarche du film, servir d'outil de réhabilitation médiatique à son réalisateur, qui est venu se présenter en bon petit martyr sur les plateaux télé. D'où le fait que pour nous, ça nous semble impossible de ne pas aborder le film sans le contexte qui l'entoure, quand bien même ça peut braquer certains lecteurs qui voudraient se concentrer que sur le cinéma, et Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup dans ce cas précis. Donc Dogman, c'est clairement un terrain miné, et il faut bien dire que 2023 a servi sur ce point de jurisprudence pour écran large, puisqu'on s'est attiré plus tôt dans l'année les foudres de pas mal de gens, suite à notre avis sur un film dont on ne prononcera pas le nom, mais les vrais savent. Mais Dogman est un autre cas intéressant. Et quand je dis intéressant, c'est que certains nous ont accusés d'avoir condamné le film avant même de l'avoir vu, alors qu'en réalité, on y allait sans trop savoir à quoi s'attendre. Et la réalisation qu'on a faite, c'est que même si on avait voulu séparer l'œuvre de l'artiste, eh ben c'est pas possible, puisque Luc Besson parle clairement de lui au travers de son personnage d'handicapé asocial fan de chiens qui se transforme en justicier canin quand il ne fait pas du drag show. Vous noterez déjà le combo de conneries. Comme d'hab avec Besson, ces personnages sont des victimes du système qui s'en affranchissent comme des ados rebelles, et l'écriture est à l'avenant de cette maturité. Comme d'hab avec Besson, ça copie d'autres films, à savoir cette fois Joker pour son regard plein de bon sens sur la société. C'est du sarcasme. Et surtout, comme d'hab avec Besson, ça part en live dans le nanar atomique, pas écrit, pas rythmé, et encore moins mise en scène subtilement, avec une mention spéciale pour la meilleure scène comique de l'année où le personnage fait un gâteau en demandant à ses chiens de lui ramener de la farine et du sucre. J'ai pouffé comme jamais dans la salle. Et on en arrive à une question plus large. S'il faut vraiment défendre tous les films, quels que soient les actes de leurs auteurs, est-ce que c'est vraiment avec une telle dope qu'on veut mettre en avant cette idée ? On parle souvent d'impunité face au comportement de certaines personnalités dans la sauce, et Dogman donne clairement ce sentiment, tant son scénar lunaire digne d'un lycéen n'aurait jamais été validé si le nom de Besson n'y était pas accolé. Donc il y a eu une forme de justice, puisque personne n'est allé le voir, mais ça n'empêche pas qu'un tel projet, supporté par autant de financement et d'espace médiatique par rapport à de jeunes cinéastes qui auraient, eux, des choses à raconter, fasse un peu mal à la zone que les chiens reniflent. Pour la 7e place, il est temps que je vous parle du film que j'ai sans doute le plus détesté cette année parmi ceux que j'ai vus, et il s'agit d'une année difficile, le dernier Toledano et Nakash. Pourtant, je fais partie des gens qui adorent le sens de la fête, donc je n'avais aucun a priori négatif sur le film, au contraire. Ça ne l'a pas empêché de piétiner cruellement toute la foi que j'ai pu lui accorder. Commençons par le scénario. Sous prétexte qu'on doit pouvoir rire de tout, encore faut-il savoir être drôle, mais ça c'est une autre histoire, les deux réalisateurs prennent ici tous les sujets sensibles du moment, comme la crise économique, la crise politique, la pauvreté grandissante, les violences policières, les agressions sexuelles, etc. Non pas pour faire de l'humour avec, mais purement pour s'en moquer. S'en moquer avec un point de vue bourgeois, privilégié et sans aucune vraie connaissance apparente de ces problèmes par lesquels ils ne se sentent manifestement pas concernés du tout. C'est quand même dommage quand on essaye d'écrire sur quelque chose, que ce soit pour de la comédie ou non, c'est bien de connaître un minimum ce dont on parle, justement pour pouvoir éventuellement faire rire avec. Ici, toute forme d'engagement est décrédibilisée sans qu'aucun motif positif donne l'impression qu'on peut avoir des convictions autrement que par pur égoïsme. Surtout s'il s'agit de pécho la meuf du film. Le problème principal des personnages, c'est qu'ils sont pauvres et qu'ils vivent dans la précarité à cause de ce capitalisme de merde. Pourtant, la seule leçon que ce film propose de retenir, c'est que les pauvres n'ont qu'à arrêter de dépenser de l'argent et de s'acheter des choses, alors qu'ils n'ont déjà rien. Et j'en veux pour preuve le slogan sans cesse martelé par le personnage de Mathieu Amalric. Chaque tentative de mieux s'en tirer dans la vie est punie par le scénario ou pointée du doigt avec raillerie. Merci, on va aller loin avec ce genre de message. Bref, toutes les problématiques actuelles de très nombreuses personnes en France et ailleurs servent de défouloir à un humour facile et déconnecté, livré par un duo de réalisateurs à succès qui n'ont manifestement aucune conscience de l'insulte que peut constituer leur film. Et je vois déjà ceux qui vont me reprocher de faire une critique idéologique du film. Sauf qu'on est d'accord que là, je parle de scénario et de point de vue, deux aspects ici complètement boiteux, et c'est bien le problème. Et sans même parler des péripéties ou des dialogues, qui sont bien évidemment aussi faibles que l'histoire qu'ils racontent, la mise en scène est indigente, se complaisant dans tous les automatismes de la grosse comédie française, et se risquant même, sur la fin, à quelques effets spéciaux relativement immondes.
Pio Marmaille et Jonathan Cohen livrent une bonne performance, vous allez me dire. Et oui, c'est vrai. Mais bon, disons qu'ils se reposent sur leurs mimiques habituelles, certes toujours efficaces, mais pas de quoi sauver l'ensemble. Alors je raconte cette anecdote à chaque fois, et même dans notre podcast, mais il faut que je recommence parce que tout le monde doit l'entendre. Pour résumer, dites-vous qu'à la séance où j'ai vu le film, qui était présenté par l'un des réalisateurs et par Pio Marmaille, une femme dans le public a pris le micro pour essayer de les convaincre de l'engager dans un film et de leur refiler son CV. Vous voyez à quel point ce genre de moment peut être gênant en public. Ben dites-vous que c'était quand même le moment le moins gênant de la séance. En 6e position, L'Exorciste, Dévotion. Alors je le dis tout de suite, je suis pas le plus grand fan des films d'exorcisme parce que je trouve ça rarement flippant et souvent très chiant. Pour moi, c'est même l'un des clichés du cinéma d'horreur les plus inintéressants que quasiment personne n'a réussi à réinventer. Je précise aussi que je suis pas le plus grand fan de la trilogie Halloween par David Gordon Green, que je trouve sympathique mais bon franchement ça ne casse pas 3 pattes à un canard. Donc sur le papier, L'Exorciste Dévotion sentait bon le vieux cadavre moisi, puisque David Gordon Green applique la même recette qu'avec Halloween, c'est-à-dire une nouvelle suite qui vient se coller à l'original, qui parle de son héritage, qui joue sur la nostalgie et le fanservice, et qui ramène le personnage féminin, en l'occurrence celui incarné par la grande Ellen Burstyn. Ça ressemble donc à un pur produit cynique, donc ça fait peur, mais bravo aux gens responsables de ce truc, parce que c'est encore pire que prévu. L'Exorciste Dévotion est d'une nullité tellement extrême que c'est simplement du foutage de gueule. Ça ne raconte rien, il ne se passe rien, les personnages sont nuls, les dialogues sont lourdingues, c'est mou, c'est prévisible de A à Z, il n'y a aucune scène de tension ou d'horreur digne de ce nom, le seul trait de mise en scène dont je me souviens c'est qu'à un moment ils allument la lumière bleue pour faire peur à la toute fin du film, c'est tellement ridicule que ça ferait presque passer La Nonne 2 pour un film tolérable. C'est d'une pauvreté absolument effroyable, tout semble avoir été fait en pilotage automatique et évidemment ça se prend ultra au sérieux, donc sur 1h50 j'ai l'impression qu'on a en fait 1h35 de gens qui parlent d'un air grave. On en voit des daubes horrifique chaque année sur écran large, mais celle-ci est exaspérante à tous les niveaux et particulièrement dans sa manière grotesque de se placer dans l'ombre du film culte réalisé par William Friedkin. Parce que ramener la grande Ellen Burstyn pour ça, c'est absolument nul. L'éjecter du récit comme ça, c'est nul. Et ajouter une scène de retrouvailles et de fanservice à la fin pour donner une miette de sens à tout ça, c'est nul. Et c'est même pas le pire du film. Bref, L'Exorciste Dévotion, c'est archi nul. Et voilà, il fallait que ça arrive. Le Conjuringverse a fini par faire ce que le cinéma d'horreur peut produire de pire. Et en tant que défenseuse du genre et même des premiers Conjuring et Annabelle, croyez bien que ça me chagrine de l'admettre. À cette 5e place, nous retrouvons donc l'exécrable La Nonne 2, ou plutôt La Nonne, la malédiction de Sainte-Lucie, sans doute le pire volet de toute la saga initiée par James Wan. Pourtant, son prédécesseur sorti en 2018 se posait déjà là en termes de grosse bouse. Mais là, je crois qu'on a vraiment atteint les plus hautes sphères du foutage de gueule. Pourquoi ? Écoutez, je crois que les premières images du film parlent d'elles-mêmes, puisqu'on y voit le motif ultra rabâché, et notamment au sein du Conjuringverse, d'un gamin qui se voit renvoyer son ballon depuis le fond d'un couloir plongé dans le noir. Non seulement on connaît ça par cœur, mais en plus, on n'a jamais vu ce petit tour aussi mal exécuté. De quoi donner le ton pour la suite du film, qui n'a absolument aucune idée de comment provoquer le moindre petit frisson à son spectateur. Faut dire qu'il est réalisé par Michael Chavez, qui avait déjà fait montre de tout son talent avec La Malédiction de la Dame Blanche et Conjuring 3, autrement dit, le début de la fin. Après, le film a fait un carton, donc on est d'accord que je ne parle que de flop artistique, et que pour le reste, je peux toujours aller ronger mon seum. Mais admettez que la mise en scène et le montage de La Nonne 2 sont catastrophiques, et que c'est quand même fou qu'ils désamorcent à chaque fois le moindre début de suspense. Comme par exemple le moment où une enfant est coincée dans une chapelle abandonnée, et qu'une statue sous un drap près d'elle va se mettre à bouger. Et bien à chaque fois que la statue doit avancer un petit peu vers la fillette, la caméra change d'angle pour nous mettre pile dans un axe qui ne permet pas de se rendre compte que la statue a bougé. Donc tout fonctionne avec des bruitages épais et artificiels. Et ne me lancez même pas sur le surdécoupage de la scène de poursuite dans le cloître ou de la chute de la cloche, des séquences montées avec 45 coupes qui empêchent totalement de laisser l'action se dérouler et d'avoir le moindre impact ou crédibilité. Bon alors je pourrais continuer très longtemps, mais je conclurai juste en disant qu'il n'y a de toute manière plus rien à attendre d'une saga qui essaye de nous faire passer cette arnaqueuse de Lorraine Warren pour la descendante d'une sainte, comme si les Warren avaient été des Avengers au service de Dieu. Bref, je m'arrête là, mais quand on se renseigne un peu sur les deux gus, ça fait un petit peu mal au cul. À la 4e position, mon némésis de l'année, peut-être même de la décennie, Expendables 4, qui ne serait sûrement pas dans cette vidéo s'il était tout simplement raté. Mais pour rater quelque chose, il faut avoir essayé, et à part nous cracher dessus son plus gros molar, le film réalisé par Scott Vaux n'a pas tellement tenté autre chose. En fait, ce film est tellement vide, plat, bête et moche qu'on pourrait presque le prendre en pitié s'il n'avait pas coûté 100 millions de dollars et ne cherchait pas aussi ouvertement à nous faire du mal. Sérieusement, ça ressemble à un film qui nous veut du bien, ça ? Mais bon, si le problème c'était juste les effets spéciaux atroces qu'on croirait faits sur Paint, ça pourrait aller. Mais c'est un problème parmi des dizaines d'autres.
En fait, avant même qu'il sorte, le film était déjà une sorte de radeau en train de couler que tout le monde ou presque a préféré quitter. Du coup, plus de la moitié du casting original de la franchise n'est pas revenu pour ce 4e volet. Hormis Jason Statham et un Stallone et demi, il ne reste plus aucune gueule d'action pour porter le concept de la saga. Plus de Jet Li, plus de Schwarzy, plus de Harrison Ford, de Chuck Norris ou de Jean-Claude Van Damme. À la place, on a 50 Cent qui fait rien, Megan Fox qui fait semblant de faire des trucs et Andy Garcia qui aurait mieux fait de ne rien faire. Et je parle même pas de Dolph Lundgren qui traîne des pieds en fond et de Randy Couture qui recycle la même vieille vanne sur ses oreilles mâchouillées. Pourtant, Iko Uwais et Tony Ya, deux artistes martiaux bien vénères, ont aussi rejoint le casting, mais comme souvent dans les productions américaines où ils échouent, les deux sont largement sous-exploités et se contentent de jouer respectivement un méchant rincé qui cabotine et un sidekick sorti de nulle part. Le plus honteux, ça reste évidemment le traitement de Barney Ross, le personnage de Stallone. Le scénario a trouvé le moyen le plus dégueulasse possible pour le laisser au centre de la franchise et de l'histoire tout en lui demandant le strict minimum côté action ou même motricité, puisqu'il se contente de rester assis dans un faux cockpit pour appuyer sur une fausse gâchette. D'ailleurs, il apparaît à l'écran 20 minutes à tout péter. En plus de ça, la seule mission du film, comme ça a été dit plusieurs fois pendant la production, c'était de passer le flambeau à Jason Statham, et même là-dessus, le film a été capable de se foutre de la gueule de son public. À la 3e place de ce flop, quoi de plus logique que d'y placer le 3e film des aventures de Ant-Man, Ant-Man et la guêpe Quantumania. Le film a marqué une vraie bascule du côté du MCU, mais pas dans le bon sens du terme. Alors qu'on l'attendait avec une certaine impatience puisqu'il devait dévoiler le nouveau grand méchant de l'univers, à savoir Kang le Conquérant, le film s'est surtout distingué par sa médiocrité. D'abord, le film ressemble à une soupe numérique absolument immonde pendant plus de 2 heures, et ce malgré son budget démentiel de 200 millions de dollars. Et je pense qu'il n'y a plus besoin d'évoquer la gueule de l'affreux MODOK, mais à côté de cette horreur, la direction artistique globale est tout aussi atroce. La faune et la flore ne sont que des redites à peine transformées de celles qu'on trouve sur Terre, et ça témoigne tout au long du film du manque total d'imagination des têtes pensantes de ce torchon cinématographique, si tant est qu'on peut l'appeler comme ça. Un Marvel d'autant plus honteux qu'il repose à la fois sur un scénario indigent, avec ses blagues enfantines et lourdingues destinées à désamorcer toute naissance d'émotion et des personnages fonctions franchement inutiles, et puis une mise en scène incapable de s'appuyer sur les différents jeux d'échelle pour matérialiser les pouvoirs de son super-héros, Ant-Man. Autant dire que malgré son potentiel et même un prologue légèrement prometteur, en tout cas pour moi, le film lasse à une vitesse phénoménale et devient vraiment interminable. C'est peut-être l'exemple le plus frappant d'ailleurs d'un blockbuster dont le budget faramineux passe dans la poche des producteurs et non pas dans le résultat final, soit un énorme et énième pied de nez fait au public de la part de Marvel. On arrive au numéro 2 et vous l'attendiez avec impatience. Il s'agit évidemment de The Flash, réalisé par Andy Muschietti, enfin il paraît, et scénarisé par 40 bonhommes différents a priori. Alors l'année n'a pas été avare en film de super-héros pourri, CF la moitié de cette vidéo, mais il y a dans The Flash quelque chose d'ultime, de définitif. C'est un peu le dernier aveu d'échec d'une industrie qui tourne à vide et qui n'a plus rien à raconter, sinon son propre effondrement. Mais au sens littéral. D'une part, on a le projet en lui-même. The Flash est une véritable arlésienne qui était censée, grâce à l'adaptation du célèbre comics Flashpoint, relancer un univers étendu entier. Outre le comportement d'Ezra Miller, qui attendait avec beaucoup trop d'impatience le prochain GTA, le développement hell a été infernal, et finalement il n'essaye même pas de faire ce qu'il était censé accomplir. Ça fait des années qu'il se prépare à tout relancer, mais on se retrouve avec une compilation de fanservice rafistolés de partout qui essaye tant bien que mal, et de manière évidente, de singer le carton de Spider-Man No Way Home. Sauf qu'à la place d'Andrew Garfield et Tobey Maguire, on a un Michael Keaton endormi, la doublure numérique traumatisante de Nicolas Cage et le cadavre de Christopher Reeves maquillé sur SketchUp. D'autre part, il y a ce que le film met en scène, à savoir l'agonie du blockbuster de super-héros qui, incapable de fabriquer de nouvelles choses, non seulement clone les mêmes personnages, car oui, il y a 2 Ezra Miller au cas où nos nerfs étaient encore intacts, mais rassemble toutes les franchises à coups de chèque en blanc. Sauf qu'à force de parasiter d'autres univers, elle finit par les faire s'écrouler les uns sur les autres dans un gigantesque fatras pixelisé. Et c'est pas seulement un constat critique, c'est littéralement une séquence du film. La scène post-générique que le genre a transformée en institution est encore plus explicite. Le dernier héros encore à peu près exploitable du DCEU barbote bourré dans le caniveau. À l'heure où même la machine Marvel commence à avoir des gros ratés, c'est difficile de ne pas voir dans cette chose qui cristallise tous les problèmes de l'industrie hollywoodienne une forme de lucidité sur la fin d'une époque. C'est trop hideux, trop cynique et trop catastrophique pour ne pas être le dernier gros clou du cercueil. Et tant mieux, ça veut dire qu'on va enfin passer à autre chose.
Avant de vous dévoiler le pire film de l'année, en tout cas selon nous, je suis là pour vous faire des petites mentions spéciales. Vous voyez, en gros, parler des petits ou grands navets qui ont failli intégrer ce flop film, mais qui n'étaient ni assez mauvais, ni assez ridicules pour y figurer. Ce qui est peut-être pire quand on y pense. Tout ça pour dire qu'on n'oublie évidemment pas la folie furieuse de Fast X, dont la fin enflammée est encore dans nos mémoires, les gros requins tout moches de En eau très trouble avec Jason Statham, la triste trilogie de thriller Detective Night menée par Bruce Willis, les comédies françaises totalement bidons comme BDE, Juste Ciel ou Une zone à défendre. Oui bon, ce n'est pas censé être une comédie, mais on a eu des doutes. Et bien évidemment, les innombrables productions Netflix au rabais que la plateforme nous a balancées sans gêne, Agent Stone, The Mother, We Have a Ghost, Murder Mystery 2, ou encore Voleuse de Mélanie Laurent, dont la fin est à peu près aussi honteuse que celle d'Expendables 4. Et oui. Et on arrive enfin à la première position, le pire film de 2023, celui qui nous a le plus exaspérés, choqués, donné envie de nous jeter par la fenêtre et arrêter ce métier. Je parle bien sûr d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, réalisé et coécrit par Guillaume Canet avec Guillaume Canet en Astérix, Gilles Lelouch en Obélix, Vincent Cassel en César, Marion Cotillard en Cléopâtre, mais aussi en Édith Piaf de l'Auberge du Coin, sans oublier Jonathan Cohen, Ramzy Bédia, José Garcia, Manu Payet, Philippe Catherine, Audrey Lamy, Franck Gastambide. Alors oui, je sais, on dirait un peu le Before des Césars, mais non, c'est bel et bien un film sorti au cinéma qui a coûté 66 millions d'euros, ce qui en fait l'un des plus gros budgets de toute l'histoire du cinéma français, tout simplement. Alors par où commencer pour décrire le cauchemar de ce Astérix? Peut-être par l'humour, parce que c'est vraiment pas drôle. Alors oui, je sais, l'humour c'est très subjectif, mais bon, si quelqu'un a sincèrement rigolé devant le film, contactez-nous, on lance un appel à témoins. Comme je parle d'humour, je peux aussi continuer avec la mise en scène parce que c'est terriblement plat. Pas d'énergie, pas de rythme, des chants contre chants banals, des effets visuels pas très heureux, même si clairement il y a de l'argent un peu partout à l'écran. Je peux enchaîner sur les scènes d'action justement, et ce sera rapide parce que c'est pas bien. Les scènes de bataille, les plans larges, les chorégraphies kung-fu, les effets cartoonesques, navrés, mais non. Et puisque les films Astérix sont désormais réduits à des défilés de stars et de familles de cinéma, ce Astérix, version Canet Petit Mouchoir Cinematic Universe, c'est quand même fabuleux. Il y a plein d'acteurs et actrices talentueux, mais ils ont tellement rien à faire, tellement rien à jouer, à incarner, que tout devient vite assez triste. Parfois gênant, souvent ennuyeux, toujours oubliable. Ce qui est quand même sacrément merveilleux pour un blockbuster français à 66 millions d'euros. Alors pour sa défense, on peut rappeler que quasiment tous les films Astérix ont eu des budgets hallucinants qui donnent le vertige, donc pour le coup c'est normal. Bref, on n'a pas aimé ce Astérix et apparemment on n'est pas les seuls puisqu'il a fait un score assez mauvais en salle, 4,5 millions d'entrées. Oui c'est beaucoup, mais non, c'est pas beaucoup pour un tel film. Donc si vous voulez rigoler avec Marion Cotillard et Guillaume Canet, revoyez simplement Rock'n'Roll qui ne vous prend pas pour des veaux, ou sinon revoyez simplement pour la 1000e fois Astérix et Cléopâtre et les 12 travaux d'Astérix, parce que ça reste de l'humour et de l'intelligence intemporelle. Cette vidéo sous le signe de l'amertume et des relents gastriques est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et sans nous insulter. N'hésitez d'ailleurs pas à nous dire en commentaire quels sont les films cette année qui vous ont le plus déçu ou que vous avez le moins aimé, ça marche dans les deux sens. Si ça vous a plu ou non d'ailleurs, on développe un peu plus nos avis sur nos flops 2023 dans notre podcast. Ça s'appelle la Réu d'écran large, c'est un projet qu'on a mis longtemps à concrétiser et qui nous tient tous à cœur, donc on espère le voir encore grandir en 2024. Mais ça tient aussi à vous en le soutenant, en l'écoutant aussi pour commencer, mais aussi en le partageant et en nous laissant de bonnes notes sur les applications d'écoute. On vous met d'ailleurs tous les liens dans la description de cette vidéo. Je vous retiens pas plus longtemps, merci et à très bientôt.